Hey, ça a l'air que c'est la Big Pharma qui modifie le climat pour rendre les gens malades et pour vendre plus de médicaments. Il paraît qu'on est capable d'éteindre les feux de forêt par l'ensemencement des nuages. Moi, je crois que la géo-ingénierie va nous sauver des changements climatiques. Moi, j'ai entendu dire que les traces des avions dans le ciel, les chemtrails, ils servent à faire fondre l'Arctique pour avoir accès aux réserves de pétrole sous la glace. Les théories du complot selon lesquelles le climat serait manipulé par le gouvernement ou les entreprises ne datent pas d'hier. Mais est-ce qu'on peut vraiment provoquer des pluies assez fortes pour éteindre des feux ou utiliser des techniques pour réfléchir le rayonnement solaire? Bonjour, ici Ève Baudin et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue journaliste scientifique à Science Presse, Kathleen Couillard, qui va déboulonner quelques mythes persistants sur les machines à pluie et les chemtrails, en plus de nous donner l'heure juste sur les théories du complot de plus en plus populaires qui prétendent que les gouvernements et les grandes industries utilisent secrètement la géo-ingénierie pour modifier le climat. Merci d'être là, Kathleen. Ça me fait plaisir. Alors, Kathleen, on a tendance à croire que les théories du complot sur les modifications volontaires du climat sont un phénomène récent, mais c'est pas le cas. Tu as retracé pour nous une histoire fort intéressante qui s'est déroulée chez nous dans les années 1960. Oui, donc on est au Lac-Saint-Jean en 1962 et là, il y a vraiment une petite panique qui se met en place à propos des machines à pluie. Ah bon? Donc, selon les habitants de la région, il y aurait des compagnies qui produiraient artificiellement de la pluie pour lutter contre les feux de forêt. Et là, selon eux, la pluie artificielle, ça cause un tort immense à la santé physique et psychique des familles. Hein, on le sait, l'été, c'est fait pour jouer. Et là, le beau temps, normalement, ça permet aux enfants de récupérer, d'améliorer leur santé après une grosse année scolaire. Mais là, les machines à pluie, ça les démoralise et même ça nuit à l'agriculture et au tourisme. C'est une grosse situation là, pour eux. C'est même devenu assez gros, cette rumeur. Là. La population s'est même mobilisée. Oui, il y a l'Union catholique des cultivateurs qui va demander des mesures pour contrôler la fabrication de la pluie. Ils prétendent que les fermiers ont subi 2 millions de dollars de dommages. Quand même. Et là, on a des femmes qui font partie de ce qu'elles appellent le mouvement du beau temps, qui vont lancer l'opération Parapluie. Donc, elles vont faire une pétition et récolter 60 000 signatures, ce qui est quand même beaucoup à une époque où on ne pouvait pas partager nos pétitions sur Facebook. Et cette pétition-là, elles vont la remettre au ministre des Richesses naturelles, un certain René Lévesque. Donc, René Lévesque va demander aux entreprises de cesser les opérations d'ensemencement de nuages jusqu'à la fin de l'été pour calmer un peu les esprits. Est-ce que ces rumeurs-là étaient fondées? C'est-à-dire, est-ce qu'on tentait vraiment de produire de la pluie au début des années 60 au Québec? Bien, ce qu'on sait, c'est que de 1952 à 1957, il y avait des compagnies qui faisaient des expériences d'ensemencement de nuages. Donc, il y avait la Weather Engineering Corporation of Canada et la Howell Associates. Et ces compagnies-là, dans le fond, elles travaillaient pour des entreprises comme la Gatineau Power, la Canadian International Paper, l'Alcan et la Shawinigan Water and Power. On sait aussi que de 1959 à 1963, il y a eu des expériences du ministère des Transports du Canada en Abitibi. Donc, il y en avait des expériences à ce sujet, mais est-ce que c'était concluant? Pas vraiment. En fait, lorsqu'on regarde la moyenne de précipitations dans les régions où ces expériences-là ont eu lieu, si on compare les périodes avant et après ensemencement des nuages, bien, des fois, on voyait des petites augmentations, des fois des petites diminutions. Donc, vraiment pas de tendance là, impressionnante. Mais malgré ça, les gens ont vraiment l'impression là, de voir un lien entre ces expériences-là et l'augmentation des précipitations pendant l'été. Oui, bien effectivement, si l'été durant lequel on a mené des expériences a été pluvieux, bien, c'est normal que des gens fassent cette association-là. Le mouvement a donc continuer de grossir et les débats se sont même rendus jusqu'à l'Assemblée nationale. Oui, parce que le problème, c'est que même après l'intervention de René Lévesque, les gens continuaient de penser que les machines à pluie étaient en activité. Et donc, on s'est mis à voir même des actes de vandalisme contre des appareils du ministère des Richesses naturelles ou de certaines compagnies. Puis pourtant, là, c'était des appareils qui n'avaient aucun lien avec ce type d'expérimentation-là. Donc, en 1970, le nouveau ministre des Richesses naturelles va proposer d'adopter une loi sur la provocation artificielle de la pluie.
Le but, c'est que ces opérations-là soient faites ouvertement, qu'elles soient connues du public et enregistrées par un organisme indépendant. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on peut aller lire les débats de l'Assemblée nationale sur le projet de loi. Et René Lévesque, qui à l'époque était devenu député indépendant, se rappelait ce qu'il avait vécu il y a quelques années. Et là, il parlait que c'était une espèce de psychose et de gens qui persistaient à avoir des machines à pluie partout. En fait, selon lui, une loi comme celle-là, elle n'a pas tellement d'utilité à part une utilité électorale. Et ce qu'il faudrait plutôt, c'est faire un travail d'éducation auprès des gens. Et est-ce que ça a été finalement adopté, cette loi? Oui, et elle est toujours en vigueur aujourd'hui même. Bon, alors moi, je ne connaissais pas du tout cette tranche d'histoire. Merci beaucoup du partage. Alors, on comprend aussi de cette histoire qu'à l'époque, les expériences n'étaient pas concluantes. N'empêche que depuis les années 60, il y a dû en avoir des progrès technologiques. Bien, c'est vrai qu'il y a de la recherche qui a continué à se faire un petit peu partout dans le monde. En 2022, il y a un chercheur du Colorado qui estimait qu'une 50aine de pays disposaient de programmes de recherche en modification de la météo, là, plus particulièrement de provocation artificielle de la pluie. Et comment ça fonctionne, l'ensemencement des nuages? Bien, c'est basé sur le principe que les nuages se forment quand il y a une quantité suffisante de particules sous forme d'aérosols dans l'atmosphère, parce que ces particules-là vont servir de surface de condensation pour former soit des gouttelettes de pluie ou des flocons de neige. Donc, l'ensemencement de nuages, ça consiste à injecter de façon artificielle des particules dans les nuages qui existent déjà pour déclencher des précipitations. Et comment on fait ça justement concrètement? Bien, les scientifiques peuvent utiliser soit des avions ou des canons au sol. Et là, ils peuvent utiliser différents types de particules, par exemple de la glace sèche, de l'iodure d'argent ou du chlorure de calcium. Et il y a même certaines techniques plus récentes où on utilise des particules d'eau chargées. Et donc, je comprends que ça demande des nuages. Oui, c'est ça qui est très, très important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas créer de la pluie dans un ciel bleu. Et même s'il y a des nuages, c'est pas si facile que ça parce que ça ne fonctionne pas avec tous les types de nuages. Donc, les nuages les plus propices, c'est les nuages orographiques. Ils sont composés d'air humide et on les trouve surtout dans les montagnes parce qu'ils sont formés par les mouvements d'air ascendant dans ces régions-là. Sinon, les nuages convectifs aussi qui peuvent être intéressants, on les connaît plus sous le nom de cumulus, donc c'est ces grosses boules de coton qu'on voit dans le ciel. Mais les résultats sont toutefois un peu moins concluants avec ce type de nuage. Et de manière globale, avec un bon nuage, est-ce que ça fonctionne bien? Bien, selon une étude de 2018, l'injection de particules d'iodure d'argent permet en effet à des cristaux de glace de se former dans les nuages. Mais en même temps, c'est un peu difficile d'être sûr que c'est vraiment cette intervention-là qui a mené à la production de cristaux de glace. Peut-être qu'ils se seraient formés de toute façon. C'est difficile d'avoir des contrôles dans ces expériences-là. Mais si on regarde ce qui a été fait dans les 60 dernières années, bien, ça semble démontrer une certaine augmentation du volume de précipitations de l'ordre de 10 à 23 %. Certaines techniques plus récentes seraient capables d'aller peut-être jusqu'à 30 % environ. Mais ça semble quand même assez intéressant. Là, si on manque de pluie, d'augmenter de 30 % les précipitations. Oui, c'est vrai que le pourcentage peut sembler beaucoup, mais en absolu, c'est peu. Donc, 30 % de pas beaucoup de pluie, mais c'est pas beaucoup de pluie. C'est vrai. Donc, c'est décevant un peu après qu'on mesure vraiment. Donc, par exemple, il y a des chercheurs coréens qui ont estimé que l'ensemencement de nuages peut produire 1,74 à 2,78 mm de pluie. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Une étude américaine a mesuré la chute de neige et ce qu'ils ont mesuré, c'est 1/10 de millimètre de neige après une expérience d'ensemencement. Oui, donc là, on est très, très loin de pouvoir éteindre des feux de forêt avec ce type de stratégie. Oui, exactement. Selon une météorologue brésilienne, pour éteindre un feu de forêt, ça prend au moins 20 mm de pluie qui tombe de façon concentrée pendant 1 heure ou 2. Et même, ça peut être davantage si le feu est très intense. Mais surtout, ça prend déjà des nuages dans le ciel. Et est-ce que ça peut provoquer des vents violents? Là, il y avait une histoire qui avait circulé en septembre 2024 suite à l'ensemencement de nuages en Chine, dans le sud-ouest de la Chine. Il y avait eu vraiment des fortes rafales de vent, puis on avait, dans le fond, attribué ces forts vents à l'ensemencement de nuages. Non, c'est vraiment pas une technique qui peut avoir des effets comme ceux-là sur le climat. Donc, je résume, l'ensemencement de nuages ne peut pas provoquer de pluie importante ni même entraîner des vents violents.
certains groupes n'hésitent pas à blâmer l'ensemencement de nuages pour toutes sortes d'autres événements météorologiques. Là, par exemple, le discours a été utilisé beaucoup sur les médias sociaux après les pluies diluviennes qui sont tombées sur le Québec pendant l'année 2024. Oui, en faisant un peu de recherche, j'ai trouvé plusieurs publications qui affirmaient que c'est l'ensemencement de nuages qui était derrière toute la pluie qu'on a eue à l'été 2024. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les auteurs de ces publications-là utilisent un terme qui est de plus en plus courant chez les conspirationnistes, la géo-ingénierie. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, en fait, il faut dire tout d'abord que c'est un vrai domaine de recherche qui date des années 1950. Donc, l'idée de la géo-ingénierie, c'est de manipuler certains phénomènes météorologiques afin de modifier le climat terrestre. Donc, au départ, on parlait surtout d'ensemencement des nuages, comme on en a discuté déjà. Mais depuis quelques années, il y a certains scientifiques qui proposent des nouvelles techniques qui ont pour but de stopper le réchauffement climatique. Par exemple, une approche comme la gestion du rayonnement solaire propose de trouver des façons de réfléchir la radiation qui nous vient du Soleil, de la réfléchir vers l'espace pour limiter la chaleur qui va être absorbée par l'atmosphère. Une autre approche aussi qui est proposée, c'est vraiment d'extraire le CO2 de l'atmosphère pour tenter de limiter l'effet de serre. Et est-ce que ce genre de technologie est vraiment en place actuellement? Bien, outre l'ensemencement des nuages, toutes les techniques de géo-ingénierie, c'est encore des approches très hypothétiques ou expérimentales. Parce qu'en fait, le sujet est controversé même chez les scientifiques. Pour plusieurs d'entre eux, la gestion du rayonnement solaire ou l'extraction de CO2, ça reste de la science-fiction pour l'instant. Et l'autre point, c'est que les chercheurs s'entendent sur le fait qu'il faut être très, très prudent avec ces technologies-là parce qu'on ne connaît pas encore bien les risques qui y sont associés. Mais même si c'est encore des techniques qui sont expérimentales et peu répandues, les gens sont inquiets. Oui, parce qu'un peu de la même façon que les gens des années 1960 avaient peur des machines à pluie parce qu'ils ne réalisaient pas qu'il s'agissait d'expériences peu concluantes, les conspirationnistes aujourd'hui croient dur comme fer que des programmes de modification du climat très, très efficaces sont déjà en place. Ils ont donc récupéré le terme géo-ingénierie et ils l'ont incorporé à leur théorie, notamment celle des chemtrails. Alors, évidemment, c'est très correct de se poser des questions sur les technologies en développement qui pourraient comporter des risques, comme tu l'as souligné. Par contre, il faut quand même éviter de voir une modification du climat là où il n'y en a pas. Et c'est le cas avec les chemtrails. Là. Oui, effectivement, parce qu'il n'y a aucune base scientifique à la théorie des chemtrails qui date environ de la fin des années 1990. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, là, c'est tout simplement l'idée qu'il y aurait des millions d'avions commerciaux qui répandraient délibérément des substances toxiques dans l'air, et ça depuis des décennies. Et en faisant ça, les avions produiraient des traînées blanches dans le ciel, les fameuses chemtrails. Mais l'explication scientifique est beaucoup plus simple. Les traînées blanches, c'est tout simplement de la vapeur d'eau. Mais malgré les démentis scientifiques, c'est une théorie qui est de plus en plus populaire. Là, en 2017, c'est 20 à 30 des Américains qui disaient y croire, du moins en partie. Et donc, c'est important de le répéter, les chemtrails, donc les vapeurs d'eau qu'on voit derrière les avions, ça n'a rien à voir avec la géo-ingénierie. Rien du tout. Mais pourtant, selon l'analyse d'une chercheuse britannique, les conspirationnistes vont utiliser les termes chemtrail et géo-ingénierie de façon complètement interchangeable. Par exemple, en 2018, il y a un chercheur allemand qui a analysé des vidéos de YouTube qui portaient sur le climat ou les modifications du climat en général. Et il a constaté que 93% des vidéos qu'on pouvait trouver en cherchant le thème géo-engineering, c'était à propos des chemtrails. Bon, c'est vraiment rendu populaire d'utiliser ce mot maintenant. Est-ce que c'est pour donner un peu de légitimité à leur discours que les conspirationnistes préfèrent désormais parler de géo-ingénierie? Oui, les scientifiques qui s'intéressent au discours conspirationniste, c'est effectivement ce qu'ils observent. C'est qu'en utilisant le terme géo-ingénierie, ça donne une apparence de crédibilité à leur discours. Et même les conspirationnistes vont encourager les gens qui les suivent à cesser d'utiliser le terme chemtrail parce que, selon eux, ça fait moins sérieux. Donc, les conspirationnistes croient qu'il y a un programme de modification du climat en place depuis maintenant plusieurs années, mais quel serait l'intérêt du gouvernement ou de l'industrie pour contrôler le climat, là, selon les partisans de ces théories-là? Pour ce qui est des chemtrails, les objectifs qu'on imagine sont vraiment multiples. Ça peut être les compagnies pharmaceutiques qui cherchent à rendre les gens malades pour vendre plus de médicaments, ou les multinationales qui empoisonnent les plantes, les animaux pour prendre le contrôle de la chaîne alimentaire.
Mais lorsqu'on parle là, de géo-ingénierie, la raison la plus populaire maintenant, c'est qu'on dit que les chemtrails, en fait, serviraient à réchauffer la planète. Et pourquoi on voudrait faire ça? Bien, parce que de cette façon-là, on pourrait faire fondre les glaces de l'Arctique et là, on aurait accès aux réserves de pétrole qui pourraient s'y trouver. Et donc, là, dans cet esprit-là, les chemtrails se retrouvent à être responsables de tout ce qui va mal sur la planète, que ce soit la sécheresse en Afrique, les feux de forêt, le déclin des abeilles ou même là, la diminution des stocks de pêche. Et donc, ceux qui croient aux chemtrails et à la manipulation du climat rejoignent finalement les rangs des climato-sceptiques, c'est-à-dire de ceux qui nient les changements climatiques et surtout le fait qu'ils soient dus à l'activité humaine. Exactement. Selon une étude de 2021, les théories conspirationnistes les plus souvent utilisées par les climato-sceptiques, c'est justement les chemtrails et la géo-ingénierie au sens large. Donc, selon ces conspirationnistes-là, le discours de la communauté scientifique là, qui nous met en garde concernant le réchauffement climatique, c'est pas juste un canular. En fait, c'est une façon de dissimuler les dérives de la géo-ingénierie. Et donc, si je comprends bien, au lieu de nier le réchauffement de la planète, ils sous-entendent que la géo-ingénierie est beaucoup plus dangereuse que les émissions de CO2 qui sont liées à nos activités. Oui, et dans le fond, en faisant ça, bien, ils se retrouvent à semer le doute dans l'esprit des gens. Et ça peut avoir pour conséquence de retarder les actions pour lutter contre les changements climatiques. Et ça l'empêche aussi une communication efficace là, sur le sujet. Oui, parce que ça sème le doute sur les causes qui sont établies là, des changements climatiques. C'est évidemment déplorable car il y a quand même un consensus scientifique à cet effet-là. Cela dit, moi, je trouve que ça cache un autre point, c'est qu'on devrait avoir une discussion sur la géo-ingénierie éventuellement. On n'en parle pas tant que ça, je trouve. Oui, il y a beaucoup de scientifiques qui déplorent justement qu'ils peuvent plus aborder ce sujet-là sans déclencher là, des réactions intenses. Les gens ont peur de ça. Mais pourtant, ce sont des techniques dont il faut parler pour déterminer est-ce qu'effectivement, il y a des possibilités positives avec tout ça et est-ce qu'il y a des risques auxquels il faut faire attention? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on retient, c'est que l'ensemencement des nuages ne peut pas se faire sans nuages, que les pluies qu'elles provoquent sont plutôt modestes et ne peuvent pas donc éteindre de feu ou provoquer des orages violents. Et surtout que nous n'avons pas de preuve qu'on utilise la géo-ingénierie pour provoquer des changements climatiques, que le développement de la recherche semble plutôt pointer vers une utilisation pour combattre les changements climatiques, mais on semble encore très loin de ça à l'heure actuelle. Donc, merci Kathleen d'avoir déboulonné ces différents mythes pour nous. Tu as écrit plusieurs articles, on va les retrouver dans les notes du balado. Oui, 2 articles sur le sujet que vous pouvez aller lire. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez en savoir plus, lisez les articles que Kathleen Couillard a écrits à ce sujet. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Et si ça vous a plu, abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et parlez-en à vos amis. Le détecteur de rumeurs est une production de Science Presse soutenue par le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec, journaliste à la recherche et à la vérification de faits Kathleen Couillard, à la réalisation Claudie Fortier-Saint-Pierre, à la production et à l'animation moi-même, Ève Baudin. On se retrouve au prochain épisode.